Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, dans ce tout nouveau numéro de l'émission École guinéenne, nous portons notre coup de projecteur sur l'importance et l'impact des travaux pratiques dans nos universités guinéennes. Aujourd'hui, c'est le cas de cette université, l'université Barack Obama. Il est question de savoir, est-ce que les séances de cours pratiques donnent la latitude ou la possibilité aux étudiants d'analyser, discuter et apporter des solutions fiables. Alors, pour répondre à ces problématiques, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts dans cette université. Vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes à l'université aujourd'hui pour suivre l'évolution des cours dans cet établissement. À présent, je suis avec un des professeurs en citation de classe. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quelle est l'importance de ce cours alors? Ce cours est très utile pour ces étudiants. Non seulement il permet d'améliorer leur niveau de connaissance dans la langue française, mais aussi de les initier aux écrits professionnels. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de leur formation, ils sont au marché d'emploi et il est question de créer des curriculums vitae et faire des démarches administratives. Et alors, est-ce que ce cours s'inscrit dans ce sens-là? C'est ce que je vous dis. Je dis c'est un cours qui se situe à deux niveaux. D'abord, premièrement, nous cherchons à rehausser leur niveau en langue française, mais aussi, deuxièmement, les initier aux écrits professionnels. Par exemple, comment rédiger une demande d'emploi, une lettre de motivation, un CV, comment faire encore, même dans la vie pratique, une attestation de vente, une procuration, un engagement. Donc le cours aborde aussi les écrits professionnels. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter cet enseignant par rapport à ce cours, qui est un cours d'appui pour les étudiants. Alors, je vais essayer de tendre le cachoir à l'un des étudiants pour nous en dire plus par rapport à l'importance de ce cours. Je dirais déjà merci au professeur, parce que c'est un professeur très qualifié. Depuis le début de ce cours, vraiment la compréhension est bonne dans l'ensemble. Donc, avec ces cours, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Comment rédiger aujourd'hui, comme on dit, un CV, comment rédiger, une lettre de demande d'emploi. Tout ça, déjà, malgré que je pense encore en fin de mon cursus universitaire. Ce cours elle est très important pour tous les domaines. Et la statistique, elle est appliquée dans tous les domaines. Parce que ça leur permet même de connaître, de faire le déploiement de différentes activités. Et elle est appliquée même au niveau de la santé. Il n'y a pas un domaine où on n'applique pas la statistique. Donc, ce qui fait qu'elle est sollicitée d'être dispensée dans tous les différents programmes. Bien, alors vous parlez, c'est un cours qui est là, je vois l'équation d'une droite qui est là, plus la somme arithmétique de tout ce qui est là. Mais pourquoi toutes ces équations, la moyenne, l'arithmétique, l'écart type, pourquoi tout cela? Au fait, quand je prends par exemple le chapitre qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est lié à l'ajustement, et quand on prend l'exemple au niveau de l'hôpital, quand quelqu'un rentre en coma, une fois on constate dans le tableau une question d'ajustement. Une question d'oscillation alors du sien. Et dans l'oscillation, tant qu'il y a un mouvement d'oscillation, on constate qu'il y a l'espoir pour le malade. Et dès que l'oscillation prend une droite, ça veut dire qu'on a perdu la vie. Si je comprends bien, c'est l'équation d'une droite. Alors si le signal rentre dans l'appareil et il y a une fluctuation du signal, qui a une oscillation, cela veut dire que le patient est à l'espoir de vie encore. Parce que les organes conduisent oui. le flux. Oui, effectivement. Maintenant, une fois que c'est une droite, ça devient une droite, cela veut dire que maintenant que la respiration est coupée. Donc ça veut dire qu'on a perdu le patient. Le patient. Oui. Et raison pour laquelle vous donnez ce cours. Pour avoir une idée générale surtout. Même ce cours-là est dispensé même au niveau de la médecine et de la santé. Les travaux pratiques dans nos universités. Les bonnes séances de travaux pratiques dans les laboratoires des compétences de nos universités donnent aux étudiants la possibilité d'analyser, de discuter et de résoudre les problèmes réels des cours pratiques. Elle favorise le développement des compétences pratiques et techniques de nos étudiants afin qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. Mes chers étudiants, en ce qui concerne la technique de lavage des mains, ils vous ont expliqué. Pour la pratique, vous ouvrez le robinet, vous mouillez les mains abondamment.
Vous fermez le robinet à l'aide de codo. Vous appliquez le savon suffisamment pour recouvrir toutes les surfaces des mains. Et vous frictionnez. Paume contre paume, par un mouvement de rotation, vice-versa. La paume de la main droite sur le dos de la main gauche par un mouvement de va-et-vient, vice-versa. Paume contre paume, les doigts entrelacés dans les espaces interdigitaux par un mouvement d'aller-retour. On forme un crochet pour laver le dos de doigt de la main gauche dans la paume opposée par un mouvement latéral, vice-versa. Le pouce de la main gauche, de la main droite renfermé dans la paume opposée par un mouvement de rotation, vice-versa. Les pupilles de doigt de la main droite contre la paume de la main gauche par un mouvement de rotation, vice-versa. La paume de la main droite refermée sur le poignet de la main gauche par un mouvement de rotation, vice-versa. Et on rince les mains à l'eau, tout en ouvrant les doigts pour laver les espaces interdigitaux. Vous tendez la main. On se sert d'une serviette à usage unique. On sèche soigneusement la main en tamponnant de haut en bas, de façon latérale, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on jette dans la poubelle à déchets non contaminés. Les mains sont prêtes pour les soins. Donc, pour tous ceux que vous effectuez dans les structures sanitaires, vous devrez apprendre à cœur, parce que vraiment c'est lavage de mains. La technique, elle est très simple. Donc, avant de porter les gants, il est indiqué qu'il faudrait se laver les mains. Et c'est ce qui concerne la technique, mes chers étudiants. Ce sont l'ensemble des paramètres qui nous permettent d'évaluer nos patients à l'hôpital. Et vous avez, parmi ces paramètres, nous avons la pression artérielle, on peut l'appeler autrement la tension artérielle. Nous avons le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température. Donc, pour la pression artérielle ou la tension artérielle, on a besoin d'un appareil ou d'un instrument. C'est cet instrument, on l'appelle le tensiomètre. C'est ce qui nous sert à prendre la pression artérielle d'un patient. Et pour le faire, la technique, qu'est-ce qu'il est dit? Déjà, je vais vous faire la description de cet instrument. Il est divisé en deux éléments. Nous avons le stéthoscope. On l'appelle le stéthoscope. Et les différentes parties du stéthoscope sont, nous avons les deux tiges métalliques. Nous avons les embouts ou les écouteurs. Nous avons le ressort de lyre. Nous avons le tube en caoutchouc. Nous avons le pavillon. Nous avons la membrane sensible. C'est ce qui sera en contact avec l'artère humérale. Et nous avons également le deuxième élément, on peut l'appeler le sphygmomanomètre. Certains l'appellent communément le brassard. Il est constitué de deux tubes en caoutchouc. Nous avons la chambre à air ou le brassard. Nous avons le manomètre qui est gradué de 0 jusqu'à 300. Nous avons la poire à vis, la vis à poire. Donc, c'est cet appareil qui nous permet de prendre la pression artérielle d'une personne. Et quelle est la technique? La préparation psychologique consiste à informer le patient l'acte que vous allez faire sur le patient. C'est un acte qui n'est pas difficile, ça ne fait pas mal et ça ne prend pas du temps. Mais pour cela, il faudrait que vous vous reposiez au moins un quart d'heure, 10 à 15 minutes. Donc la première technique, il s'agit de préparer psychologiquement, donc se présenter et expliquer l'acte qui doit se dérouler sur le patient. Pourquoi se reposer 15 et une demi-quart? On demande que le patient, il se peut que le patient ait effectué un effort, une activité physique. Donc, quand vous prenez l'attention de la personne, vous allez trouver une élévation chez cette personne. Voilà, pour que la tension soit au normal. Et après la préparation psychologique et la mise au repos, il faut vérifier ces matériels qu'on appelle le tensiomètre. Voir est-ce que le tensiomètre n'a pas un problème. Après la vérification, maintenant, vous mettez le patient dans une position confortable. De préférence, il peut être couché. Donc, il peut s'asseoir également. Donc, vous placez le brassard au niveau du bras. Vous fixez le manomètre gradué au niveau du brassard. Donc, il faudrait que vous vous assurez que l'aiguille est au quadrant 0. Vous fermez la vis à poire. Vous repérez avec palpation, avec les deux doigts, l'artère humérale. Et vous prenez les deux embouts ou les écouteurs, vous mettez à l'oreille. Vous placez la membrane sensible au niveau de l'artère. Donc, vous pompez.
jusqu'à atteindre un chiffre suffisant. Et vous décompressez la poire à vis. Vous écoutez tout en lisant sur le manomètre. Le battement du cœur, alors? Oui, le battement ça dit l'apparition du premier bruit. Donc le premier bruit correspond à la pression systolique. Ça c'est la première valeur. Et lorsqu'il y a relâchement du cœur, il y aura un second bruit. Ça correspond à la pression diastolique. Donc vous remarquez les deux chiffres, vous notez et donc vous dégonflez. Mais pourquoi vous avez choisi la main gauche? Est-ce que c'est la position du cœur ou bien quoi? Non, je choisis oui parce que c'est la position du cœur. Mais on peut prendre la pression artérielle sur les deux bras, que ce soit maintenant sur le bras gauche ou bien sur le bras droit. Les résultats seront les mêmes? Non, pas forcément. Vous pouvez trouver la même valeur, mais la majeure partie, vous allez trouver que les chiffres sont différents. Toujours dans l'émission École guinéenne, nous sommes dans une autre salle de compétences, les sages-femmes à l'épreuve. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, suivez la démonstration de ces étudiantes. Ici, je suis là pour diriger un accouchement. Ici, maintenant, pour diriger l'accouchement, on doit d'abord disposer des matériels. Ici, les matériels tels qu'on a besoin de 2 paires de ciseaux, 2 pinces hémostatiques, des compresses, des cotons, de l'antiseptique, une seringue de 5 cc, de l'oxytocine, le bassin du lit. Et on a aussi besoin des linges. Maintenant, pour diriger l'accouchement, ici, on prépare la femme. On installe la femme, on se lave les mains, on porte les gants. Ici, on vient, on couvre la femme pour garder son intimité. Ici, je fais le toucher vaginal pour voir d'abord si la dilatation est complète. Avant le toucher, je fais la toilette vulvaire. À l'aide du coton et de l'antiseptique, je fais la toilette vulvaire en commençant par la fente vulvaire, de haut vers le bas. Après la fente vulvaire, je viens au niveau des petites lèvres, de haut en bas. Toujours, je change de compresse. Après l'autre petite lèvre, de haut vers le bas. Les grandes lèvres. Maintenant ici, après la toilette vulvaire, je fais le toucher vaginal pour voir si la dilatation est complète. Ici, je suppose que la dilatation est complète. Donc si la dilatation est complète, je place le bassin du lit. Je vide la vessie et le rectum. Je demande à la dame si elle a mal de pousser et si elle n'a pas mal de respirer. Mais avant tout, d'abord, je prends une compresse pour protéger le périnée pour éviter les déchirures. Madame, poussez s'il vous plaît. Après, une fois que la vulve est bombante, je fais une rotation pour voir si la dame peut accoucher sans épisiotomie. Si la rotation est facile, ça veut dire que la femme peut accoucher sans épisiotomie. Mais si la rotation est difficile entre la vulve et la tête du fœtus, ça veut dire que la dame ne peut pas accoucher sans épisiotomie. Donc, je fais l'épisiotomie. Donc ici, je continue. Poussez s'il vous plaît, madame. Si vous avez mal, poussez. Toujours en protégeant le périnée. Maintenant, une fois que la tête est à l'extérieur, je prends une autre compresse pour nettoyer la bouche et puis le nez du bébé. Maintenant, après, je fais le toucher pour voir s'il n'y a pas de circulaire du cordon au niveau du cou. Maintenant, s'il y a circulaire du cordon, je regarde si le circulaire est serré, je clampe et puis je coupe le cordon. Si le circulaire n'est pas serré, je glisse le cordon vers la tête et puis je continue mon accouchement. Ici, après la sortie de la tête, j'empaume la tête de l'enfant et puis je suis la rotation de l'enfant. Une fois que les épaules sont au niveau de la vulve,
je bascule la tête vers le bas pour le dégagement de l'épaule antérieure. Et puis le tout surélevé vers le ventre de la mère pour la sortie de l'épaule postérieure. Maintenant, une fois que les épaules sont à l'extérieur, j'attrape l'enfant par la poitrine. Je lui dépose sur le ventre de la mère. Et puis, je suis les liquides pour éviter l'hypothermie, rapidement. Maintenant, après, je change de lens pour ne pas que l'enfant tombe dans l'hypothermie. L'hypothermie, c'est quoi? L'hypothermie, c'est la baisse de la température. Maintenant, ici, si la dame est séropositive, je clampe directement et puis je coupe le cordon. Mais si la dame n'est pas séropositive, j'attends jusqu'à ce que le cordon arrête de battre pour clamper et couper. Je clampe à l'aide des pinces hémostatiques. Ici, je mesure 4 cm de l'ombilic. On a 2 cm, 4 cm. On a 2, 4. Je clampe. Et puis... Clamper veut de couper ou bien... Non, quoi, ou bien... non, assurer l'hémostage. Bloquer le passage. Le passage du sang, oui. Après, à l'aide du ciseau, je sectionne, je coupe. Mais comme c'est du matériel, on ne peut pas couper ici. J'estime que j'ai coupé le cordon. L'enfant, contact peau à peau contre le ventre de la mère pour toujours maintenir la température. Je mets le bonnet, puis les sauciettes, je couvre ici. Maintenant, je viens toujours au niveau de la mère. Je fais la palpation à la recherche d'un second fœtus. S'il y a un second fœtus à l'intérieur, je dirige l'accouchement. S'il n'y a pas un second fœtus, je passe à la délivrance. Donc pour cela, j'ai besoin de la seringue et de l'oxytocine. Ici, je mets 10 unités internationales d'oxytocine. Je donne en IM pour favoriser les contractions utérines afin que le placenta se décolle. Les injections vénères? Non, intramusculaires. Oui, sur la cuisse. OK. Maintenant, après l'administration de l'oxytocine, j'attends la première contraction. Maintenant, après la première contraction, je fais une traction modérée sur le cordon et une contre-traction sur l'utérus. Maintenant, par exemple, si je tire et que c'est dur, ça veut dire que le placenta n'est pas décollé. Mais si ça vient facilement, ça veut dire que le placenta est décollé. OK. Maintenant, une fois que le placenta sort à 1/3, j'empaume le placenta. J'empaume le placenta. Je fais une rotation dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Une fois que le placenta est expulsé, je vérifie le placenta si les cotylédons sont au complet. Si les cotylédons sont au complet, je continue mon travail. Mais si les cotylédons ne sont pas au complet, je fais une révision utérine. En introduisant ma main jusqu'au fond de l'utérus pour racler les cotylédons et les membranes qui restent pour éviter les hémorragies du postpartum. Après, je fais sortir. Maintenant, après ça, je vérifie le périnée. Au cas où il y a une complication, quel doit être votre rôle? Par exemple, ici, les complications qui surviennent ici, c'est les hémorragies du postpartum immédiat. Maintenant, en cas d'hémorragie du postpartum immédiat, nous savons que dans l'hémorragie du postpartum immédiat, les causes, il y a l'atonie utérine qui cause les hémorragies du postpartum immédiat. Donc, en cas d'atonie utérine, je fais une compression bimanuelle de l'utérus pour favoriser la contraction de l'utérus. Parce que si l'utérus est contracté et que les veines sont comprimées, il n'y aura plus de saignement. Alors, c'est les enfants qui prennent d'autres positions. Quel doit être votre rôle? Par exemple, il y a des... Qui viennent par pied. On dit la position du siège. Maintenant, ici, dans la position du siège aussi, il y a des manœuvres qu'on doit faire. C'est pas diriger l'accouchement céphalique et diriger l'accouchement par la position du siège,
ce ne sont pas les mêmes pratiques. Donc ici, nous sommes dans le cadre de l'accouchement normal. L'accouchement normal, oui. Donc après ici, je vérifie le périnée, je vois s'il n'y a pas de déchirure. Maintenant, s'il y a déchirure, je suture. S'il n'y a pas de déchirure, je fais la toilette de l'accouchée à l'aide de l'eau et de savon. De haut vers le bas. Maintenant, à l'aide d'une compresse, je nettoie. Maintenant, après avoir fini de nettoyer, comme ça, je surveille la dame. Chaque 15 minutes, je viens un massage au niveau de l'utérus pour favoriser la contraction. Donc, après cela, je couvre la dame, je prends le nouveau-né pour les premiers soins. Les expériences traditionnelles des laboratoires de compétences fournissent généralement aux étudiants 3 éléments principaux. Un problème ou une question, une procédure pour obtenir les informations nécessaires, une solution à laquelle on peut arriver en répondant à des questions d'analyse ou calcul effectués avec leurs données expérimentales. Nous sommes dans la salle pratique des étudiants des télécommunications et avec un étudiant, il va nous expliquer les fonctionnalités de ces appareils. Bonjour. Bonjour monsieur. Et pourquoi vous avez choisi les télécommunications? La raison pour laquelle j'ai choisi les télécommunications, elle est simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train d'évoluer et avec les avancées technologiques, aujourd'hui, rien ne marche sans les télécommunications. Voilà une des raisons qui m'ont poussé à choisir la télécommunication. Et aussi, ça fait partie de mes rêves d'enfant depuis toujours. Bien. Nous disposons à l'université ici de différents appareils. Nous avons des générateurs de signal, nous avons des oscillos, des générateurs de tension, nous avons des cadres de résistance. En bref, un ensemble d'équipements de laboratoire qui nous permettent de réaliser différentes expériences à l'université ici. Et aujourd'hui, le cours se porte sur le redressement et le filtrage sur des plaques à essai, c'est-à-dire que l'on doit faire un schéma au tableau et la réalisation est faite en pratique sur les plaques à essai sans soudure. Et nous procédons à différents essais sur l'oscilloscope. Le schéma d'aujourd'hui consiste à redresser une tension alternative et d'obtenir une tension continue. Donc l'objectif est de faire ce montage avec des diodes et une résistance. Nous allons utiliser la source de tension qui va nous donner une tension alternative qui sera branchée sur la plaque à essai, sur le circuit qui a été monté dessus. Et à la sortie, nous allons recueillir un signal de sortie qui est redressé et que nous allons visionner sur l'oscilloscope. Nous voici à présent avec une autre salle, une autre compétence, la zoologie minière. Et avec ce professeur, le TP, il va nous expliquer quelle est l'importance des TP dans la formation des étudiants. Les TP jouent un rôle très important dans leur formation parce que c'est une manière de lier la théorie à la pratique. Et sur ça, on a des équipements qui nous aident à faire cette pratique, tels que, c'est-à-dire les différents équipements que vous voyez devant vous. Nous avons ce qu'on appelle les microscopes électroniques qui servent à faire l'analyse des échantillons au niveau des échantillons récupérés au niveau des mines et géologie. Les microbiologistes? Non, pas les microbiologistes, mais dans le cadre de l'analyse minéralogique des minéraux, tels que le granit. Et quand on a un échantillon de granit au niveau des microscopes électroniques, et ça nous sert à identifier quelles sont les composantes du granit. Et d'autres éléments encore, il y a un autre appareil aussi qu'on appelle le tamiseur. Le tamiseur, c'est un appareil, cet appareil-là va nous permettre de faire l'analyse des échantillons et voir quelle est la granulométrie des échantillons au niveau d'un prélèvement de sol, que ce soit dans le cadre de géologie, que ce soit dans le cadre de génie civil. Et ça nous permet d'identifier la granulométrie de l'échantillon récupéré au niveau des différents sentiers. Nous avons aussi quelques types d'analyse dans le cadre de l'analyse chimique. Et ce tube-là, par exemple, donc ça nous aide à faire ce qu'on appelle l'analyse si on a déjà un échantillon de la bauxite. Et on ne peut pas traiter la bauxite comme ça, brute venant dans les mines. Il faut qu'il y ait des étapes. Ces étapes-là, d'abord, on passe dans un premier temps à un concassage de l'échantillon de la bauxite. Quand la bauxite est concassée, il faut quand même une deuxième étape aussi qu'on appelle l'étape de broyage.
cet appareil-là aussi va nous aider à faire le broyage de l'échantillon de bauxite. Le broyeur, qu'on appelle le broyeur, ça va nous aider à faire l'échantillon, le broyage de l'échantillon. Et quand on a l'échantillon est broyé, donc ça devient de la poudre. Cette poudre-là, il faut quand même qu'il y ait des solutions chimiques. Et il faut qu'on ajoute de la soude, soit du cyanure, si c'est l'or par exemple, là, ça nous permet de dissoudre ce échantillon. Et on a ce qu'on appelle l'alumine. Et c'est l'alumine là qui est encore utilisé dans notre domaine qu'on appelle la raffinerie de la bauxite. Donc ce compartiment-là va nous aider ce qu'on appelle à faire l'analyse chimique des échantillons venant dans les mines par exemple, dans les différentes mines. Et nous avons aussi quelques appareils de génie civil et qui nous servent à faire ce qu'on appelle le nivellement par exemple. C'est le théodolite ou bien quoi? C'est le théodolite qui nous aide à faire ce qu'on appelle le nivellement quand il s'agit de la construction d'une route et il fallait qu'il y ait des tracés. Donc cet appareil-là va nous aider à faire la mesure de l'angle même de la route et comment on peut vraiment essayer de redresser. S'il y a un niveau qu'on doit diminuer, qu'on appelle le dénivellement, ou s'il y a un niveau qu'on doit comment faire un remblai et voir le niveau, le mettre au niveau du sol et pour que vraiment la route soit bien rectiligne, bien droite. Ce n'est pas l'aluminium seulement qui est dans la bauxite. Dans la bauxite, il peut contenir plus de 40 éléments. Il y a le fer, il y a le cobalt, il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent dans la bauxite. Si on n'ajoute pas de la soude pour traiter ce qu'on appelle l'échantillon, l'échantillon ne sera pas dessus. Les métaux là ne seront pas dessus. Complètement. Se débarrasser avec les impuretés. Alors, comme vous le voyez sur vos petits écrans, je suis avec le premier responsable de cette université. Et avec lui, nous allons échanger un peu par rapport à l'importance des travaux pratiques au sein de son université. Je sais que les séances de travaux pratiques sont tout à fait importantes pour la formation des étudiants. Alors, nous venons de sillonner les stades des compétences de votre université, que ce soit sur la santé, les télécommunications, la zoologie minière, ainsi de suite. Alors, quelle est l'importance ou bien la place des travaux pratiques dans le cadre de la formation des étudiants? Alors, pour répondre à votre question, M. Magas, je voudrais tout simplement qu'à l'université Barack Obama, nous avons notre devise. Le savoir-faire fait la différence. Le savoir-faire fait la différence. C'est par ce mot du recteur de l'université que nous allons clore porte et fenêtre de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission et je pense bien que vous avez été bien épargné, bien engagé par rapport à la pratique de ces étudiants. Merci, à la prochaine.